Ses recherches le mènent le plus loin possible des hommes. Aux premières heures du jour, quand les oiseaux semblent être les seuls éveillés. Avec ses drôles de micros, Boris Jolivet enregistre la vie sauvage. Là, j'entends quand même plus d'oiseaux par ici, donc je vais concentrer ma prise sur l'avant, sachant que là, il y a un petit pouillot qui est arrière droite, donc je vais l'avoir. C'est quand même une grosse installation, je préfère mettre ça pour vue du dessus, les oiseaux, c'est tout de suite plus discret, ça va se fondre dans le décor. Et puis après, mon métier, ça consiste vraiment à se faire oublier. Hein, là, je suis pas chez moi, je suis chez eux. Son métier, audio-naturaliste. Il propose ses enregistrements à des expositions ou des spectacles. J'ai entendu un pipi des arbres, donc lui, il doit être en lisière de forêt. Il y a eu les geais, le piquet-pêche qui est venu. On a eu les abeilles solitaires un petit peu, là, qui commencent à passer près des micros. Ça, j'aime bien un peu le vol d'un insecte. Témoin privilégié de la vie sauvage, en 25 ans, Boris Jolivet a entendu la nature se transformer. On a un avion tout de suite, donc ça c'est régulier. Donc là on peut absolument pas enregistrer quand on a un avion qui passe, donc il faut attendre. Le bruit des avions, des voitures, des hommes et la disparition des animaux. Dans la plaine, enregistrer les espèces, même les plus communes, est devenu presque impossible. Sur ce milieu, là depuis tout à l'heure, à part l'alouette, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus que l'alouette. Et là j'écoute, j'entends même plus l'alouette. Un silence que Boris Jolivet explique par le changement de décor. Ici, les zones sauvages ont disparu, au profit de champs cultivés toujours plus étendus. Il suffit d'imaginer le paysage tel qu'il était il y a 15 ans seulement. Là, avant, on avait une friche bien plus grande, qui prenait beaucoup plus d'espace, moins de culture. Et dans cette friche, des arbustes, c'était beaucoup plus buissonnant. Du coup, on avait le tarier des prés. On avait le bruant-proyer. C'est donc un petit passereau qui niche au sol, qui se nourrit d'insectes. Après, là, dans l'axe, on avait des haies encore, le long de la culture. Là, on pouvait avoir de la pie-grièche écorcheur et la fauvette grisette. Et puis enfin, dans cette zone de colza avec une petite prairie, là, c'était très commun, la caille des blés. Et puis beaucoup de grillons aussi. Les champs des grillons, ça prenait tout l'espace. On pouvait voir les sauterelles, dès qu'on traversait la prairie, ça sautait de partout. Aujourd'hui, quand je parle à des enfants, tiens, comment chante un criquet? Ils ne savent pas. Alors que moi, gamin, on regardait ça, voilà, il frotte sa patte et tout, c'est magique. C'est toute une part de magie, de beauté qui s'efface. Une musique naturelle qui n'existe plus. Le phénomène ne touche pas que les oiseaux, c'est tous nos animaux qui disparaissent. Tous ceux qui vivaient dans nos campagnes sont concernés. Une extinction de masse des espèces communes. Les populations de grenouilles, de crapauds et petits mammifères sont en chute libre. Les dernières études sont alarmantes. Moins 80% d'insectes. Moins 30% d'oiseaux. C'est dans ce laboratoire du CNRS à Chizé, dans les Deux-Sèvres, que l'on recense oiseaux et insectes depuis 1994.
À sa tête, Vincent Bretagnol, écologue. Chaque jour depuis 25 ans avec ses équipes, il sillonne sa zone d'étude. Cette plaine céréalière de 450 km², où il compte perdrix, alouettes, busards et insectes en tout genre. Salut. Est-ce qu'il y a une outarde qui est dans le coin là? Pas. Bon, on va continuer à chercher. L'outarde canepetière. C'est la première espèce qu'il a vue disparaître. Moins 95% en 35 ans. Oui, on l'entend. Il y est. Oui, c'est une espèce pas facile à voir. Hein. Enfin, la voici. L'espèce est de retour de migration. Le chercheur va l'observer pendant la période de reproduction. Là, on essaye de les prendre en photo quand ils sont posés, parce qu'on arrive à reconnaître tous les individus, tous les mâles. Grâce à ce dessin en V blanc sur leur cou noir. Un tracé différent sur chaque outarde. Et il y en a si peu que les chercheurs identifient chacun des mâles. Ah non, il y en a 3 là. Là, par exemple, on a un de nos mâles qui a 18 ans au minimum, parce qu'on l'a déjà vu 17 années de suite. C'est le plus vieux mâle, je crois, d'outarde connu à l'heure actuelle. Et ça, c'est plutôt bon signe, non, s'ils vivent longtemps? Non, c'est très mauvais signe, en fait, parce que l'espérance de vie normale d'une outarde, c'est de l'ordre de 4 à 5 ans. Et donc, les vieux adultes ont tendance à survivre plus longtemps parce qu'ils ne sont pas en compétition avec des plus jeunes. Donc, c'est plutôt un très mauvais signal et une très mauvaise nouvelle. Des générations qui ne se renouvellent plus, car les outardes n'ont plus assez à manger. Faute de nourriture, leurs poussins meurent avant d'atteindre l'âge adulte. Un poussin d'outarde a besoin de 200 criquets par jour. Et une femelle, normalement, élève 4 poussins. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve 800 criquets par jour, ce qui n'existe plus dans les plaines céréalières aujourd'hui. Les oiseaux disparaissent parce que les insectes aussi se sont volatilisés. Moins 80% en 30 ans, selon une étude menée en Allemagne et confirmée par les équipes de recherche de Chizé. Pour analyser cette disparition des insectes, Vincent Bretagnol et ses équipes ont décidé de les compter un à un. Un travail qu'ils mènent depuis plus de 20 ans. Ce jour-là, ils font un prélèvement dans un champ de colza. Pesticides, insecticides, fongicides. Le champ est traité une dizaine de fois dans la saison. Donc on a vu 2 abeilles domestiques, une pyrrhide, un papillon. Il y avait un surf. Et un cirfe. Ça dit quoi, alors? C'est très faible. À quelques mètres, ils vont faire le même travail de comptage. Mais cette fois-ci sur une parcelle de colza en agriculture biologique, sans aucun traitement chimique. Ils sont là. Ça a l'air d'être un diptère, je pense. Oui, Si un je compte diptère bien. parce qu'il n'y a qu'une seule paire d'ailes. C'est une abeille domestique, je pense. Donc c'est le 5e cirfe. On a évidemment beaucoup plus d'insectes, on est entre 6 et 10 fois plus. Et au final, il y a plus d'oiseaux aussi. Il y a beaucoup plus d'oiseaux, là on entend Là j'ai noté au moins 4 ou 5 espèces d'oiseaux différentes, dont des espèces relativement rares d'ailleurs. Mais la raison est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'insectes, donc il y a beaucoup de nourriture pour ces oiseaux. Alors quoi? Il suffirait d'arrêter les pesticides pour enrayer cette extinction de masse? Pas si simple. La cause première du phénomène, c'est nous. Notre présence. Nos infrastructures. Pour s'en rendre compte, Vincent Bretagnol a élaboré une carte de sa région. De quoi regarder l'espace avec un œil nouveau. En jaune, ces plaines qui ont perdu un tiers de leurs oiseaux.
Ajoutons-y les lignes à haute tension, puis les voies de chemin de fer, les autoroutes, les routes. Et maintenant, en zoomant sur sa zone d'étude, ajoutons les maisons. Il ne reste presque plus rien aux animaux sauvages. Pourtant, c'est bien d'espaces libres dont ils ont besoin pour survivre. Là, on a un territoire de près de 10 ou 12 km² sur lequel il n'y a plus du tout ni outarde ni busard, alors qu'il y en avait il y a 20 ans avant que ces infrastructures soient construites. On parle d'une autoroute, d'un chemin de fer, de lignes à haute tension. Tout ça, c'est quand même des choses utiles pour notre vie. Bien sûr, non, mais c'est totalement indispensable. Il ne faut juste pas les mettre partout. Il faut essayer de les regrouper de manière à laisser des espaces libres pour ces espèces. En nous étalant sans leur laisser de place, c'est comme si nous avions déclaré la guerre aux animaux sauvages, sans nous en rendre compte. Une guerre de territoire qui mène tout droit à la 6e extinction animale de l'histoire de la planète. La crise qui a mené à l'extinction des dinosaures s'est étalée sur des milliers d'années. Nous, on est en train d'éteindre des centaines ou des milliers d'espèces à l'échelle de 10, 20 ou 30 ans. Donc ça, la Terre n'a jamais connu une vitesse aussi élevée de disparition. Une vitesse telle que les animaux ne peuvent plus s'adapter. Et ceux qui se maintiennent ne sont pas en bon état. Même dans les lieux les mieux préservés. Comme dans la Dombe, au nord-est de Lyon. L'une des zones humides les plus riches en biodiversité. On y trouve plus de 250 espèces d'oiseaux. Pour se rendre compte des dégâts causés par l'homme, il faut attendre la tombée de la nuit et le réveil des grenouilles. Là, on a un fond sonore avec des crapauds calamites qui doivent être à 200 ou 300 mètres d'ici. De temps en temps, on entend une rainette qui est par là, une rainette verte. Thierry Langagne est chercheur au CNRS. Il est spécialiste du comportement animal. Le problème ici, c'est la lumière de la ville. Si on n'y fait pas attention, lorsqu'on arrive sur le territoire ici, on a l'impression qu'il fait nuit noire et qu'on a du mal à avancer et à trouver notre chemin. Pourtant, si on regarde juste ici derrière les roseaux, on s'aperçoit que le ciel n'est pas noir, on ne voit pas les étoiles. La seule chose qu'on voit, c'est ce halo orangé de lumière produite par l'agglomération lyonnaise, qui est pourtant à 15 ou 20 km d'ici à peu près. Pour comprendre les effets de cette lumière sur les animaux de nuit, Thierry Langagne et ses équipes ont installé une dizaine de capteurs sur cette zone. À 10, 20, 30, jusqu'à 50 km de Lyon. Grâce à ces nouvelles données très précises, ils vont pouvoir mener des expériences inédites en laboratoire. L'enjeu est de taille. Nos éclairages artificiels se sont étendus ces 20 dernières années. Vu de l'espace, entre 1992 et 2010, la nuit a presque disparu d'Europe. Les informations délivrées par les capteurs permettent à Thierry Langagne de reproduire en laboratoire cette pollution lumineuse de façon très fine. Donc là, c'est une salle où il y a très peu de lumière. Ça correspond environ à ce qu'on a à 50 km de Lyon. Ces ampoules LED sont installées autour de bacs dans lesquels se trouvent les crapauds cobayes. Il y a quand même une petite lumière, même si on ne peut pas la voir facilement. On ne voit pas les bacs, on ne voit pas les animaux. Mais pour des animaux nocturnes, c'est pas négligeable. Donc là, on va passer à une autre salle qui correspond à l'intensité qu'on avait sur le bord de la Dombe. L'équivalent de ce que les animaux captent au sol à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Et dans la dernière salle, c'est la luminosité de bordure de ville qui a été reconstituée. Et donc on va voir l'écart, on a 10 fois plus de lumière encore que dans la salle précédente.
Pendant 3 semaines, ces crapauds passeront leur nuit dans le laboratoire, exposés à cette pollution lumineuse. Le challenge de la recherche qu'on mène actuellement, c'est savoir à partir de quel niveau d'intensité lumineuse est-ce qu'on va obtenir des effets. Est-ce que l'éclairage nocturne a des effets sur leur fonction vitale? Comment ils se nourrissent? Comment ils se reproduisent? Pour le savoir, des prélèvements de sperme et d'ADN seront effectués sur chacun des 60 crapauds. Aujourd'hui, ils vont subir un prélèvement de salive. Ouais, c'est bien, il y en a beaucoup. Il y a des choses à dire dans la bave des crapauds? Oui, toutes les hormones, voire même des anticorps, plein de choses, comme la nôtre. Les scientifiques veulent doser le taux de testostérone, indice de vitalité de la reproduction. Ils vont donc comparer la salive des crapauds exposés au halo de lumière, que l'on voit à 15 km de Lyon, avec celle de crapauds témoins, restés la nuit dans le noir. Au bout de 3 nuits, Voilà les premiers résultats. les effets sont spectaculaires. Alors là, on constate que les témoins ont gardé un taux de testostérone assez élevé au cours de ces 3 nuits, alors que les mâles soumis à pollution lumineuse ont une nette diminution significative de la quantité de testostérone dans leur salive, donc dans leur sang. Et on va essayer de voir si cette baisse de testostérone impacte la qualité de leurs spermatozoïdes, donc leur potentiel reproducteur. Au cours de cette expérience, les chercheurs ont démontré que les crapauds exposés à cette pollution lumineuse s'accouplaient moins vite, avec un taux de fécondation des œufs plus faible. C'est toute la reproduction qui est affectée. Comme si, face à la lumière des hommes, les animaux avaient perdu leur instinct de survie. Ils ne peuvent plus s'adapter parce que les contraintes qu'on pose à cet écosystème, les nouvelles contraintes liées aux activités humaines, sont tellement fortes qu'il n'y a pas de solution pour s'en sortir. Ça vous inquiète? Oui, c'est très inquiétant, bien sûr. C'est le monde qu'on va léguer derrière nous. Moi, c'est pas mes grenouilles, c'est pas mes crapauds, c'est pas mes oiseaux. Par contre, c'est ce que vont avoir nos enfants, ce que vont avoir les générations futures. Et une fois que les animaux auront disparu, on ne pourra pas les faire revenir, ce sera terminé. Nous aussi, à terme, on est menacés. Effectivement, si on perd de la biodiversité, on sait que ce sera de plus en plus difficile pour l'homme de continuer à vivre dans ces conditions-là. Donc on va vivre dans un monde complètement aseptisé où il n'y aura plus rien. Un monde aseptisé. Des campagnes qui se transforment en désert. C'est ce qui se passe déjà en Alsace. Dans cette plaine dédiée à la culture du maïs, la vie a peu à peu quitté les champs. Et pourtant, certains amoureux de la nature ne se découragent pas. Voilà. Comme Jean-Paul Burger et les membres de son association pour la sauvegarde de la faune sauvage. Et il fait frais, hein. Ils consacrent leur vie à préserver les animaux. Tous les animaux. Ce jour de décembre, ils passent près d'1 heure à inspecter ce canal, rempli d'eau pendant l'été pour irriguer le maïs. Les espèces aquatiques s'y installent, mais lorsque le canal est vidé pour l'hiver, les animaux se retrouvent emprisonnés dans les dernières flaques. Ça, c'est des barbeaux. Voilà. Là, c'est une grenouille rieuse. C'est une grenouille verte. C'est même la plus grosse des grenouilles vertes. Et elle est protégée. Toute vie a une valeur. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, les personnes à l'heure actuelle, ils n'ont plus la valeur de la vie. Et c'est ça qui est dommage. L'an dernier, ils ont sorti 1600 petites bêtes. Ça va geler, maintenant on est en hiver. Et donc, elles seront congelées, quoi. Elles vont mourir, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est les sortir et les relâcher dans un autre endroit où il y a de l'eau, quoi. Si maintenant l'hiver n'est pas très rigoureux, elles peuvent ressortir ici. Mais où elles vont aller?
À droite, c'est des champs de maïs. À gauche, c'est des champs de maïs. Devant, derrière, il n'y a que des champs de maïs. Donc, elles vont se retrouver dans le maïs et elles risquent... oui, elles vont mourir de toute façon parce qu'elles ne seront pas dans leur milieu naturel. Voilà. Ici, il n'y a quasiment plus de zone humide, vitale aux grenouilles. Plus de haies, plus de friches. De Mulhouse à Strasbourg, l'extension des champs de maïs a détruit tout ce qui pouvait servir d'habitat aux animaux les plus communs. Pour retrouver de la biodiversité, le plus simple, c'est d'aller chez Jean-Paul Burget. Dans son jardin hors du commun, qui détonne avec les pelouses du voisinage. Jamais taillé, jamais tondu, il le laisse à l'état sauvage. Toutes les espèces doivent pouvoir y trouver refuge. Les oiseaux peuvent nicher, les abeilles peuvent butiner en automne, au mois d'octobre, sur les lierres. Les chauves-souris peuvent se cacher, ça ramène tout. Mais le premier animal qu'il a défendu, c'est le grand hamster d'Alsace, en voie d'extinction. À 20 ans, quand Jean-Paul Burget découvre cet animal, il y en a des milliers dans la région. Mais au début des années 80, le hamster se met à disparaître, au point de devenir espèce protégée. Malgré ce statut, les effectifs continuent de chuter. Face à l'urgence, Jean-Paul Burget porte plainte contre la France auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon lui, l'État n'a pas fait assez pour sauver le grand hamster. Il obtient gain de cause. En 2011, la France a été condamnée, donc j'ai l'arrêté de la Cour, qui est là. Et cet arrêté, il condamne la France à quoi? À sauver le grand hamster par tous les moyens possibles. Après cette condamnation, l'État renforce ses mesures de protection. Partout où il y a des terriers, les terrains deviennent inconstructibles. Une grande victoire qui l'encourage à développer son élevage de hamsters dans ce bâtiment, à quelques kilomètres de chez lui. Son association emploie 3 salariés à plein temps pour s'en occuper. Salut, ça va? Salut, ça va, ouais. Il y en a pas mal qui sont réveillés aujourd'hui. Dans ces cages, 215 hamsters sauvages, nés ici, et qui hibernent, avec de l'eau et de la nourriture. Tous les jours, on vérifie l'hygrométrie et la température. Donc là, il fait 8,7 avec une hygrométrie de 69%. Donc c'est très correct. C'est ce qu'ils auraient sous terre Voilà, oui, on essaie de se rapprocher au maximum des conditions qu'ils pourraient retrouver à l'état sauvage. Et pour que les animaux ne s'habituent pas aux hommes, les soigneurs ont d'étranges manières. Voilà. Vous faites quoi, Jean-Paul? Il faut qu'ils ne soient pas imprégnés, donc il faut leur faire peur. Il faut que le hamster reste sauvage, sinon si vous avez des animaux qui sont imprégnés, ça ne sert à rien de les relâcher. Imprégné de la présence des hommes? Des hommes, ouais. Il faut qu'ils restent sauvages. Après s'être reproduits une première fois ici, au printemps, tous seront relâchés et se reproduiront une deuxième fois dans la nature. Ceux qu'on relâche, généralement, 80% meurent dans l'année, quoi. Et c'est les jeunes qui survivent pour les reproductions plus tard, quoi. C'est leurs enfants qui survivront? Ouais, c'est leurs enfants qui leur survivront. À condition d'être relâchés dans un environnement qui leur convient. Surtout pas dans les champs de maïs, responsables de leur disparition. Le hamster sort d'hibernation au mois d'avril. À cette époque, en Alsace, les champs de maïs sont encore à nu.
Il n'a rien à manger et sans végétation, le hamster devient une proie facile pour les rapaces et les renards. Pour se maintenir, il lui faut ce qui existait autrefois ici. Des champs de luzerne ou de blé pour rester caché et trouver de quoi se nourrir. Ça va? C'est aussi le travail de Jean-Paul Burget. T'as remis du blé là? Ouais, comme à l'habitude. Hein. Désormais, il est chargé de mission hamster pour la région Alsace. L'hiver, il sillonne la plaine pour convaincre les agriculteurs de remettre blé et luzerne partout où vit le grand hamster. Là, tu mets des bandes de luzerne nouveau? Ouais, il y a 3 ou 4 bandes là. Ouais. Sous ce champ, plus de 130 terriers. La deuxième plus grosse concentration de hamsters de la région. Ça va? En forme? Frischlacht, hein? Allez. Forme, bien. Et toi, t'as mis du blé à côté là-bas, c'est bon quoi? Oui, il a bien levé. Ouais, il est bien levé aussi. Cette année, ça a bien poussé en automne. Hein. Maintenant, après, je vais le laisser en été, sur pied. Sur certaines parcelles, le blé ne sera pas récolté, mais réservé pour héberger le hamster. Il a fallu convaincre les agriculteurs. Ne pas exploiter la terre, c'est pour eux contre nature. Ce qui est un peu dur, c'est de laisser, moi personnellement, je laisse une assez grande surface de blé pour les hamsters, quoi. Bon, eux, ils consomment une petite partie. Et puis, bon, la vocation première, c'est d'abord de produire pour nourrir la population, les gens, quoi. C'est dur de le laisser dans les champs, le blé, quoi. En compensation, il touche de l'État 1 800 € par hectare préservé. Le défenseur du hamster a réussi à convaincre une quarantaine d'agriculteurs de diversifier leurs plantations. C'est peut-être l'une des pistes pour contrer cette extinction. Remettre de la couleur dans notre paysage. Avec des parcelles plus petites, des cultures plus variées, davantage de biodiversité. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette exploitation des Deux-Sèvres. Un accord conclu avec un agriculteur a fait des miracles. Blé, lin, tournesol, luzerne, prairies sauvages. Ces quelques hectares font partie des lieux d'écoute et de comptage d'oiseaux de Vincent Bretagnol. Ce point ici, là, c'est aussi un des points d'écoute qui existe depuis 25 ans maintenant. Il n'a pratiquement pas bougé parce qu'on a encore de la diversité, donc on est aux même densité d'alouettes. On a aussi des bruants, on a des outardes ici. Il n'y a pas d'extinction ici. Des solutions, il y en a bien d'autres encore à trouver. Mais il faut aller vite. Le temps presse. C'est très urgent parce que si on ne fait rien, on sait exactement où on va. On va à l'extinction programmée des insectes et des oiseaux. L'horizon de temps, on parle peut-être de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, c'est un horizon qui est de toute manière extrêmement court et plus on tarde à changer, plus ça sera compliqué. Chercheurs et amoureux de la nature voudraient bien que leur message soit entendu. De quoi provoquer un sursaut, inverser la tendance et continuer encore longtemps de s'émouvoir devant la vie sauvage.